Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chères étudiants du semestre 2, dans la catégorie du récit, matière qui nous occupera pour cette promotion 2021. Awalan Ramadan Mubarak Karim lil Jamia. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, pour ce qui est relatif à cette matière, catégorie du récit, je ne saurais que trop insister sur la nécessité pour tout un chacun de prêter une attention soutenue et continue à une matière dont vous devez déjà vous rendre compte si vous avez visionné les capsules précédentes, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Donc vous devez vous rendre compte qu'elle est vaste, elle est riche et parfois, il faut bien le reconnaître, empreinte d'une certaine complexité. Nonobstant les difficultés qui pourraient vous apparaître au début de cette matière, je tiens néanmoins à vous rassurer, si besoin était, en vous disant que tout ce que vous verrez, tout ce que vous avez pu déjà voir dans la matière relative à la narratologie en semestre 1 trouvera un écho dans les prochains semestres lors de la deuxième et troisième année. Je n'en veux pour preuve que les matières que vous rencontrerez, Inch'Allah, à savoir l'esthétique, la critique, la sémantique, sémiologie, l'histoire de la linguistique et d'autres cursus propres à votre formation qui reprendront peu ou prou les éléments que j'aurais développés et qui auraient été développés par mes collègues du semestre 1. Donc, il s'agit ici de concevoir ce rapport à cette matière comme une immersion progressive. Et dans la mesure où vous auriez quelques difficultés à appréhender un certain nombre de concepts, de théories, de positionnements méthodologiques, n'ayez crainte. Dans un processus de cheminement progressif et continu, eh bien, tout ceci devrait s'éclairer et s'éclaircir progressivement. Du moins, j'en formule ici le vœu. Alors, pour ce qui est de l'aspect proprement didactique de ces interventions, j'aimerais d'abord porter à l'attention des étudiants et étudiantes que les capsules antérieures, les 3 capsules produites lors de la session antérieure, sont toujours valables. La catégorie du récit n'a pas changé en un an, vous le concevez bien. Et donc, tous les éléments qui ont été émis et donnés lors de l'enregistrement de ces dernières sont encore valables et prégnants, et donc forment le socle pour vous d'une immersion dans la matière en question. Je porte aussi à votre attention qu'il y a une stratégie tous azimuts de notre établissement et du corps professoral pour mettre à votre disposition à la fois ces enregistrements didactiques, mais aussi une documentation qui est posée sur les plateformes sous forme de polycopiés, sous forme de documents annexes, sous forme de webographie ou de liens électroniques, qui devrait vous permettre d'agrémenter et de compléter l'aspect proprement didactique de l'apport que votre serviteur porte en ce moment même, à votre usage et à votre destination. Donc, il y aura un panel d'éléments mis à votre disposition pour vous permettre d'appréhender dans la globalité les éléments les plus marquants et les plus saillants
de cette matière soumise à un examen et une évaluation finale. Dans la mesure du possible, et là nous verrons bien, il serait envisagé et envisageable d'avoir recours à des séances de présentiel au sein de la faculté pour les étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines et Ibn d'Agadir du département de lettres et de langue française, de langue et littérature française. Donc ça, ce sera à finaliser sous peu dans la mesure du possible. Mais de toute façon, vous serez informé en temps et en heure. Voilà. De quoi va-t-il être question dans cette première capsule? Eh bien, d'une évaluation chronologique, mais aussi, comment dirais-je, thématique, d'éléments qui seraient des éléments de l'ordre de la terminologie. La terminologie vient du mot terme. Un terme, c'est un mot technique dans un domaine particulier dont le signifiant, la signifiance porte du sens par rapport au domaine, au lieu à partir duquel il est produit. Donc, j'insiste beaucoup auprès de nos étudiants pour qu'il y ait une maîtrise d'un certain nombre de termes, d'un certain nombre de définitions, d'un certain nombre de mots outils, de mots-clés, qui vous permettront de naviguer dans cette matière le plus aisément possible. Et donc, il vous est demandé et chaudement recommandé de connaître ces termes, d'en connaître les définitions et, dans la mesure du possible, de les mémoriser, de les apprendre par cœur. Pourquoi ? Parce qu'ils reviendront fréquemment dans cette matière, dans les différents cours qui vous seront donnés, et dans quelques semestres, vous les verrez réapparaître à l'occasion de contrats pédagogiques dans d'autres matières. Voilà. Ce cours s'appelle « Catégorie du récit ». Et nous devons dès à présent nous arrêter sur la notion de catégorie, la définition de ce que c'est qu'une catégorie. La catégorie signifiant ici un groupe, une classe d'appartenance, un ensemble. Une catégorie, c'est un élément homogène, une structure parmi d'autres structures, qui fait sens. Et déjà là, dans la notion de catégorie, nous sommes dans une posture structuraliste. Les catégories, ce sont des lieux de rangement dans lesquels on place de manière, comment dirais-je, usuelle et de manière pragmatique, mais aussi fonctionnelle, des référents, par commodité, à travers un assemblage lié à des liens de contiguïté proxémique ou autres divers. Donc, en littérature, la catégorie désigne, de même que pour les arts, un élément qui relève de l'esthétique. Les catégories littéraires sont un mode de classement, un mode opératoire, à travers lesquels on dispose des formes d'expression littéraire particulières. Par exemple, vous avez dans la catégorie littéraire, vous avez le tragique par rapport à l'épique, chacun des deux étant connoté du point de vue culturel et historique. Vous avez la catégorie du comique, du beau, du laid, etc. Donc, catégorie, et je me permets de vous signaler ici que catégorie du récit doit être écrit au pluriel. Ce sont des catégories du récit. Et parmi ces catégories du récit, il y a telle catégorie par rapport à telle autre catégorie. Éléments de référence sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard. Le récit. Qu'est-ce qu'un récit ? Vous verrez que la notion de récit est éminemment... ça a l'air simple comme ça de dire récit, réciter, récitation, je récite. Mais vous verrez que la notion de récit est polysémique.
Et je vous renvoie pour ce faire à la prise de notes du cours de catégorie du récit, qui est l'introduction de ce cours et qui est à votre disposition au service de reprographie de la faculté et qui sera à votre disposition sur la plateforme une fois qu'il aura été numérisé, scanné. Vous verrez que le récit est polysémique. Pourquoi? Le récit renvoie d'abord à un objet littéraire. Un objet littéraire qui peut être soit un recueil, donc un ouvrage, ou bien un fragment textuel dans une œuvre qui serait une œuvre non narrative, quelque chose qui est dit à travers un ensemble. Ça, c'est la première acception du mot récit. Le récit peut être aussi le fait de relater un fait. Lorsqu'on vous demande de témoigner au tribunal à la suite d'un accident, etc., vous devez produire un récit. Vous pouvez aussi émettre un récit lors d'une discussion, vous raconter votre journée, votre week-end, etc. Un récit peut être aussi la narration, le fait de relater une suite événementielle, soit à l'oral, soit à l'écrit. Par exemple, dans la rubrique des faits divers, un journaliste va vous raconter ce qui s'est passé à tel endroit pour telle personne, etc. Donc, il va faire un récit. À bien noter que la notion de récit n'est pas toujours clairement déterminée. Elle fait le pendant entre le littéraire et le linguistique et elle peut signifier plusieurs choses. Donc, on reviendra là-dessus lorsque nous aborderons le récit, par exemple, vu par Gérard Genette. Le discours. Le discours signifie d'abord, lorsqu'on fait un discours, c'est-à-dire un énoncé oral, ce qu'on appellerait un développement oratoire, qui serait celui, par exemple, le discours d'un PDG, le discours d'un chef d'État à l'occasion d'une cérémonie, le discours d'un chef de famille lors d'un événement, etc. Donc, c'est un développement oratoire. Le discours peut être aussi un produit littéraire, un objet livresque, qui serait par exemple lié à ce qu'on appelle Descartes, le discours de la méthode. C'est un traité, un essai, une tentative de résolution d'une problématique à travers un écrit construit, ordonné, progressif. Ça, c'est un discours. Le discours qui nous intéresse renvoie à la littérature. Le discours en littérature, c'est la production scriptive d'un énoncé oral. Le fait de poser à l'écrit quelque chose qui est dit, en utilisant pour ce faire toutes les règles en la matière. Attention, là aussi, léger bémol, le discours ne signifie pas toujours et tout le temps et partout la même chose pour les linguistes et pour les littéraires. Il y a un léger distinguo et une connotation spécifique, parfois, pour chacun des deux domaines d'application considérés. Critique, ça peut être le substantif, un critique, une critique, ou l'adjectif, critique, critiquer. L'adjectif critique signifie qu'il s'applique à discerner les qualités ou les défauts d'une œuvre. C'est ce qu'on a appelé la critique formelle ou impressionniste. La critique formelle porte sur la structuration. On essaye de voir si l'élément littéraire en question obéit à des canons esthétiques, des règles, en termes de conformité, en termes de proximité ou d'éloignement. Ça, c'est la critique formelle et formaliste, très usitée au XVIIe et à d'autres époques. Et vous avez la critique esthétique, qu'on appellerait la critique impressionniste, ou la critique du goût. J'aime, j'aime pas, c'est bien, c'est pas bien, c'est beau, c'est laid, c'est grand, c'est petit, etc. Donc, la critique ici en termes d'adjectifs. Lorsque nous avons affaire au nom, le critique, eh bien, le critique, ou la critique,
Le critique, c'est celui qui fait une critique, et la critique, c'est l'action de critiquer. Qu'est-ce que c'est que critiquer? C'est juger une œuvre littéraire ou une œuvre artistique. On peut critiquer un tableau, on peut critiquer une musique, etc. Et je me souviens dans l'avant-propos d'un ouvrage de Roland Barthes, S sur Z, consacré à une nouvelle de Balzac, Sarrasine. Eh bien, Roland Barthes, sur lequel nous aurons à revenir tout à l'heure, disait « Critiquer, c'est mettre en crise. C'est provoquer une crisis. C'est porter à ébullition, faire bouger quelque chose pour en voir les constituants fondamentaux. » La littérarité, comme le terme semble l'indiquer, signifie ce qui appartient au littéraire, ce qui relève du texte littéraire. Et la littérarité correspond à deux éléments. Vous avez, dans la conception de la littérarité, une dimension historique chez les critiques traditionnalistes, on reviendra là-dessus, et vous avez une conception structuraliste et une conception autonymique. Je définirai ce terme tout à l'heure si vous le voulez bien. La littérarité, c'est ce qui relève du littéraire, ce qui fait qu'un objet esthétique est dit littéraire parce qu'il correspond à des éléments de référence ciblés. Et petit aparté, par exemple, un mode d'emploi pour ce portable. Si vous achetez un objet, il est tout à fait évident qu'une recette de cuisine ou un mode d'emploi n'obéissent pas à un critère de littérarité prégnant. Eh bien, détrompez-vous. Les entreprises ont depuis quelque temps tendance à apporter un soin plus appréciable à la manière qu'ils ont de concevoir leurs notices, leur mode d'emploi, pour leur donner une dimension esthétique et rhétorique qui puisse permettre à l'utilisateur, à l'usager, de prendre connaissance de l'information et de rendre celle-ci moins abstraite, moins absconse que d'habitude. Et pour cela, ils emploient des universitaires, des gens de lettres, etc., qui vont s'attacher à rendre le discours plus absorbable, si vous me permettez ce néologisme ou cette interprétation. Poétique. Attention, nous ne sommes pas, lorsque nous employons la notion de poétique en catégorie du récit, nous ne sommes pas dans la matière poésie, versification, rime riche, césurale hémistiche, accent tonique, etc. Non. Ici, lorsque nous parlons de poétique, nous faisons référence à l'origine grecque poésis, qui est le référent d'une théorie des différents genres littéraires, et aussi de ce qu'on appelle la poétique du récit. Dans le récit, il y a une empreinte qui relève de la poétique, sur laquelle nous reviendrons aussi. La rhétorique. La rhétorique, c'est d'abord l'art du bien dire, l'art du bien parler, qui nous vient de l'Antiquité. Mais c'est aussi et surtout pour nous, en littérature, l'ensemble des règles de composition d'un objet textuel. Ça renvoie au style. La preuve, lorsque vous êtes étudiant ou lycéen, eh bien, on vous demande dans des exercices ou dans des examens de trouver et de déterminer les procédés rhétoriques, la dimension rhétorique de telle œuvre, de tel extrait, de telle production. Et donc, la rhétorique est un élément incontournable dans l'étude littéraire. Chez les auteurs, la rhétorique est aussi, du point de vue à la fois théorique et pratique,
l'existence d'une typologie discursive employée dans un ouvrage. Vous avez une démarche littéraire qui relève de la rhétorique. J'avais parlé tout à l'heure de l'origine latine du mot rhétorique, et je dirais que c'est à Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, que nous devons une étude préliminaire, 2500 ans avant Gérard Genette. Aristote a posé les fondements d'une science littéraire dans 2 traités. Un traité qu'il a intitulé « La rhétorique », qui était une théorie du discours oratoire, l'art du bien parler et du bien dire, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et aussi la prise en compte et la conscience esthétique de l'art verbal. Bien parler pour persuader, bien parler pour convaincre, bien parler pour se faire comprendre, bien parler pour amener l'autre là où vous voudriez qu'il aille, et le persuader. Et pour ça, il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient la disposition, l'invention, etc. Donc il y avait toute une stratégie oratoire que connaissent bien les professionnels du discours. Le deuxième ouvrage d'Aristote s'appelait La poétique. Dans la poétique, vous aviez une théorie des genres et une réflexion sur la création artistique. Ouvrage qui malheureusement ne nous est pas parvenu en totalité. Pour ce qui est de la narrativité, c'est la qualité abstraite du genre narratif. Qualité abstraite du genre narratif dont les marques repérables sont les composants d'un texte, le constituant en tant que texte. Définition un peu abrupte, j'en conviens. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple je vous dis « la raison du plus fort est toujours la meilleure », nous allons vous le montrer. Eh bien, vous êtes renvoyé automatiquement à La Fontaine et un genre particulier de narration qui est la fable. C'est-à-dire que la qualité intrinsèque de l'objet, du contenant, est déjà exprimée par le contenu. C'est ça la narrativité. Si je vous dis de même, en ce triste matin du 2 avril 1805, Napoléon Bonaparte, ceci, cela, vous êtes tout de suite placé sur le récit historique. D'accord ? L'esthétique, c'est la science de la théorie du beau. L'esthétique, c'est l'ensemble des critères et des principes servant à définir un art ou à caractériser une création. L'esthétique vient du latin aesthesis, qui signifie la faculté de ressentir. Je vous signale que ce terme a été créé ici au XVIIIe siècle, pour ce qui est l'aspect ici artistique et littéraire. C'est la raison pour laquelle on parle de esthésis, paresthésis, anesthésie, etc. Donc, théorie du beau, d'accord, qui revient aussi à la latinité. La notion de mimétique et de diégétique. Dans le discours que nous devons à Aristote, je reviendrai tout à l'heure, qui a été poursuivi ensuite par Gérard Genette. Dans le discours littéraire, vous pouvez avoir une dimension soit mimétique, qui vient de mimésis, qui signifie imitation de la réalité. Ou bien vous pouvez avoir une dimension diégétique, qui est la transposition de cette réalité sur le plan littéraire. Gérard Genette distingue le mimétique comme une représentation dramatique et le diégétique comme étant un récit sans dialogue. Aristote, on lui doit cette terminologie de la mimésis et de la diégésis dans la préemption et la perception qu'il a pu avoir de l'art et des fonctions de celui-ci, qui s'opposait à Platon. On reviendra aussi là-dessus tout à l'heure sur l'évocation historique. La sémantique. La sémantique, c'est l'étude du langage selon le sens. Le langage possède un sens avec des dimensions qui peuvent relever de l'ordre de la synonymie, de la polysémie. Donc on parle du sémantisme d'un mot, un champ d'interprétation. Attention, en linguistique,
le sémantisme d'un mot, c'est le fait de porter un contenu. Un mot a une dimension sémantique, et la dimension sémantique d'un mot s'oppose à ou complète la dimension de ce mot en tant que morphème, en tant que phonème. Qu'entend-on par sémiologie? La sémiologie, qui peut exister en linguistique, en médecine et dans d'autres domaines, c'est la science des signes. La sémiologie, c'est un système de signes présents dans la société et des signes qui peuvent passer par la langue, les codes, les symboles, etc. La sémiologie émerge d'un autre domaine qui lui est lié, qui s'appelle la sémiotique. La sémiotique, c'est la sémiologie d'un domaine particulier. Par exemple, on peut faire la sémiotique du discours publicitaire, ou politique, ou autre. L'herméneutique. Herméneutique signifie science des significations. L'herméneutique, c'est l'interprétation des symboles dans tout discours humain. À l'origine, l'herméneutique était l'interprétation des livres sacrés et des textes anciens. Étant entendu que dans l'Antiquité, Platon considérait que l'écrivain était le porte-parole, le poète était le porte-parole d'un dire transfiguré venant d'un message produit par les divinités. Donc ici, c'est une activité interprétative. Les deux grands herméneutes, à mon avis, seraient d'abord Michel de Certeau et Michel Foucault, auxquels je vous renvoie par rapport à leurs écrits respectifs. L'exégèse. L'exégèse signifie toute activité de lecture qui est adossée à une explication minutieuse et un commentaire approfondi. À l'origine, l'exégèse et le travail exégétique, c'était l'interprétation doctrinale d'un texte sacré. Et je vous signale que lorsqu'on vous demande de faire un commentaire composé, eh bien on vous demande, ou un commentaire même linéaire, on vous demande de faire œuvre d'exégèse, d'emprise exégétique sur le corpus à analyser. La narratologie. Ce terme a été produit en 1969 par Tsvetan Todorov. Gérard Genette, en 1983, dans Les Nouveaux discours du récit, a étudié les mécanismes du récit, et plus particulièrement ceux du roman. La narratologie, du point de vue thématique, tend à détacher l'histoire des contenus narratifs. La narratologie est aussi l'analyse des techniques narratives. Donc, elle est ici à la fois formelle, elle est modale, on dirait qu'elle est pratique et pragmatique. Nous aurons à reparler de ce champ un peu plus tard. La narratologie fait suite à deux éléments intéressants dans l'approche d'un texte que sont, et sur lesquels je me permets d'insister, le sens et la signification d'un texte littéraire. Le sens d'un texte littéraire, ce sont les éléments sémantiques indiscutables qui correspondent aux intentions prouvées par l'auteur ou ceux vérifiés par la critique. Des référents incontournables. Ça, c'est le sens d'un texte littéraire. La signification renvoie à des valeurs existantes, mais qui sont moins nettes, moins fixes, moins visibles. Je donne un exemple. Si je prends Stendhal, le rouge et le noir, le sens du rouge et du noir, comme titre, est évident. Le rouge correspond à la fonction militaire, l'habit des soldats, et le noir à la fonction ecclésiastique, l'habit des prêtres.
Et donc le héros, Julien Sorel, pour gravir les échelons de la société, doit se positionner selon une carrière qui serait une carrière dans l'armée ou une carrière dans le clergé, le rouge et le noir. Donc là, le sens du rouge et le noir est immédiatement perceptible, ou en tout cas aisément perceptible. Par contre, si on s'attache à la signification, dans les derniers moments du récit, comment analyser et comment comprendre le fait que Mathilde de la Mole, après que Julien Sorel ait été exécuté, va placer la tête de ce dernier sur ses cuisses, sur ses genoux, et partir avec les restes de son bien-aimé. Quelle signification donner à ce geste? Voilà. Là, eh bien, ça peut donner à une armée de critiques matière à réflexion et à interprétation. L'expressivité. L'expressivité, elle renvoie à tous les traits exprimant ou suggérant l'attitude émotionnelle du locuteur ou de l'auteur. C'est le fait d'exprimer quelque chose. Donc l'expressivité, elle souligne tel ou tel aspect. Et l'expressivité existe en littérature, en peinture, au cinéma, etc. Dans un texte, on peut s'attacher à déterminer l'expressivité, la dimension expressive de celui-ci. Et si on arrive à déterminer la dimension expressive de celui-ci, on peut aussi déterminer la dimension de l'impressivité. L'impressivité, c'est le procédé par lequel le locuteur ou l'auteur cherche à insinuer, à sous-entendre chez le récepteur des impressions, des sensations, des suggestions subtiles. Et pour ce faire, il existe un style, un art qu'on appelle l'impressionnisme en littérature, en peinture, etc. Structuralisme. Le structuralisme est une théorie linguistique, ethnologique, philosophique, de critique littéraire. Le structuralisme, c'est le fait d'étudier des faits en tant que structure. Des faits en tant que structure, vus et perçus comme un ensemble dont on cherche à identifier les constituants et les relations de ces constituants les uns par rapport aux autres, les uns vis-à-vis des autres. En littérature, le structuralisme vise le fonctionnement interne et mécanique du texte, et cela plus que les intentions esthétiques de l'auteur. Nous reviendrons tout à l'heure sur la dimension de la critique structuraliste dans l'histoire, dans les années 1960, et les référents que ceux-ci ont pu avoir par rapport à des positions antérieures structurantes. Qu'entend-on par diachronie et diachronique? La diachronie est un élément à caractère diachronique, ça vient du latin dia, qui signifie à travers, dialyse, épuration à travers une membrane. Ici, c'est diachronique à travers le temps. Ça nous est parvenu grâce à la linguistique de Ferdinand de Saussure, qui a parlé de diachronie et de synchronie. La diachronie et l'élément diachronique, c'est le caractère de fait considéré du point de vue d'une évolution chronologique. On prend des faits et on voit leur évolution dans le temps. En critique littéraire, ça renvoie à une étude historique, telles qu'elles ont pu apparaître au XIXe siècle. Je reviendrai là-dessus avec Sainte-Beuve, Renan et d'autres. La diachronie, c'est une méthodologie axée sur la recherche de changements successifs, signifiants. C'est l'enchaînement chronologique et l'existence d'un déterminisme causal consécutif à cet enchaînement. Je donne un exemple tout à l'heure. A contrario, la synchronie et le caractère synchronique d'un élément, c'est le fait qu'on considère celui-ci selon un état de fait à un moment donné. D'un point de vue méthodologique, c'est la mobilisation des moyens adéquats en vue d'étudier les ensembles, les systèmes, les structures,
dans leur constitution et leur fonctionnement spécifique. Je m'explique. Vous analysez, par exemple, vous prenez la langue française. Si vous abordez la langue française d'un point de vue diachronique, eh bien, vous allez aborder la langue française depuis le Moyen-Âge, lorsqu'on est passé du latin au bas latin, ou latin vulgaire ici, en sens de vulgus, populaire. On est passé du latin au bas latin, ensuite à l'ancien français, au moyen français. On est passé au français classique qu'on a appelé le francilien et au français moderne. Là, c'est une vision diachronique à travers l'histoire. Si vous voulez analyser la langue française du point de vue synchronique, vous vous arrêtez à un moment donné et vous regardez la langue française, par exemple au XVIIe, par rapport à d'autres langues, même en France. Vous aviez, la langue française était la langue parlée par la cour de Louis XIV, qui était la langue de la région parisienne, ce qu'on appelait le francilien, mais il y avait d'autres langues. Il y avait la langue d'Oc, les langues d'Oïl, le félibrige, etc. Et donc, le breton, vous pouvez analyser les rapports de cette langue d'un point de vue synchronique par rapport à d'autres langues, idiomes, dialectes, etc. Connotation, dénotation, très important. La connotation, c'est le sens particulier ou effet de sens d'un mot, d'un énoncé, qui s'ajoute au sens ordinaire selon la situation ou le contexte. Exemple, à midi, je peux manger, me restaurer, bouffer, ingérer, me sustenter, clapper, etc. Ça renvoie à la même réalité, mais selon des strates et des éléments de référent particuliers. Un terme populaire, argotique, scientifique comme ingérer, médical, précieux, se sustenter, etc. Donc, connotation, ici, plurisémantique. La dénotation, c'est le sens conceptuel stable d'une unité lexicale donnée. Sens conceptuel stable d'une unité lexicale donnée. Exemple, je peux parler de kleps, canidé, clébard, chien, toutou, médor. Vous avez, dans une catégorie zoologique donnée, un certain nombre de modes opératoires signifiants par rapport à une même réalité, dénotation. Dans le récit, lorsqu'on parle de focalisation, ça signifie qu'on renvoie à la problématique du positionnement visuel, c'est-à-dire qui voit, qui perçoit dans le récit exprimé, la focalisation. Et je signale qu'on parle de focalisation interne, de focalisation externe ou de focalisation zéro. Est-ce que celui qui voit moins, voit plus ou ne voit que ce que voit le narrateur? Donc, c'est le fait d'organiser le récit autour d'un axe spatial ciblé. Pour le récit, l'instance énonciative, c'est plutôt la question et la problématique du qui parle, c'est-à-dire ce qui indique le degré de présence du narrateur. Est-ce que nous avons affaire à une narration à la troisième personne, à la première personne, et plus spécifiquement dans un roman du nouveau roman de Alain Robbe-Grillet, La modification, à la deuxième personne, vous, deuxième personne plurielle. Vous ne saviez pas que, vous auriez cru, vous, etc. Ce n'est pas le il, ce n'est pas le je, c'est le vous. J'avais parlé tout à l'heure de la notion d'autonymie. Notion un peu compliquée, s'il en est. Pourquoi? Autonymie signifie auto, soi-même, nimi, nommé. C'est un fonctionnement nominal autoréférentiel, quelque chose qui se nomme lui-même. Comme une espèce de mise en abîme de la définition. Je m'explique. L'autonomie, c'est une figure de style. Une figure de style qui désigne la substance d'un mot
lorsque celui-ci est cité ou bien qu'il se désigne lui-même. Et en général, on sait que le terme est autonymique parce que le mot considéré en question, il est soit mis en italique ou bien avec des guillemets. Je donne un exemple. Paraphrasons le rapport entre signifié et signifiant, sur l'arbitraire du signe. Si je dis le mot chien ne mord pas, eh bien vous voyez bien que ici le mot chien ne renvoie pas à l'animal chien, mais au terme désignant le canidé et qui est l'élément nominal nominatif chien. Donc ici, le mot, c'est le mot, ce n'est pas l'animal. Donc le mot chien ici est autonymique. Voilà, fin de cette première capsule reliée à un abécédaire définitoire qui va se poursuivre selon l'axe d'une évocation liée à un certain nombre de références individuelles d'auteurs ayant entrepris des démarches sur le plan de la linguistique, sur le plan de l'analyse du texte, avec des spécificités et des spécialités particulières. Puis, ensuite, peut-être un aperçu historique de l'évolution de la catégorie du récit de l'Antiquité jusqu'à la modernité.